Vous êtes dans cette pièce. Une salle de réunion, une salle de classe, un dîner de famille. Vous avez réussi. Sur le papier, tout est parfait. Vous avez obtenu ce poste convoité, ce diplôme prestigieux, les félicitations de vos pairs. Vous devriez flotter sur un nuage de fierté, de satisfaction, de joie pure. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Une sensation froide et familière s'installe dans votre ventre. Un murmure, à peine audible mais assourdissant, s'élève de vos profondeurs et vous glace le sang. « Tu les as bien eus », dit la voix. « Ils croient vraiment que tu es compétent. Ils n'ont rien vu. Mais pour combien de temps ? Quand est-ce qu'ils vont découvrir la vérité ? Quand est-ce que le château de cartes va s'effondrer ? » Vous hochez la tête, vous souriez, vous remerciez poliment. Mais vous êtes un acteur sur une scène, récitant un rôle que vous ne pensez pas mériter. Chaque compliment est une bombe à retardement. Chaque nouvelle responsabilité est un nouveau risque d'être démasqué. Vous vivez dans la crainte permanente que quelqu'un, un jour, se lève, pointe le doigt vers vous et révèle l'imposture au monde entier. Cette personne est une fraude. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ce sentiment, cette peur viscérale, ce gouffre entre votre succès extérieur et votre doute intérieur, a un nom. Et il est crucial de comprendre que ce n'est ni de la modestie, ni de l'humilité. C'est une forme silencieuse et dévastatrice d'auto-sabotage. C'est le syndrome de l'imposteur. Si ces mots résonnent en vous, non pas comme une vague idée, mais comme le récit de votre vie intérieure, alors cette vidéo est peut-être la plus importante que vous verrez cette année. Nous n'allons pas seulement le définir. Nous allons le disséquer. Nous plongerons dans ses origines. Nous comprendrons pourquoi votre propre cerveau, ce merveilleux outil, vous tend ce piège cruel. Et surtout, nous construirons ensemble, pas à pas, une stratégie concrète et profonde pour démanteler cette prison invisible et commencer, enfin, à accepter votre propre valeur. Restez avec moi. Le voyage vers l'authenticité commence maintenant. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un monolithe. C'est une créature aux multiples visages. La Dr Valerie Young, l'une des plus grandes expertes sur le sujet, a identifié 5 profils principaux. 5 schémas de pensée qui mènent tous au même sentiment d'illégitimité. En les écoutant, demandez-vous non pas « Est-ce que c'est moi ?» Zrenia, mais plutôt « Lequel de ces visages me ressemble le plus ?» Le premier, et le plus connu, c'est le perfectionniste. Pour le perfectionniste, le succès n'est pas mesuré par le résultat, mais par la manière dont il a été atteint. Un 19 sur 20 n'est pas une réussite. C'est un échec, car il se concentre sur le point manquant. S'il doit faire une présentation, 99% du contenu peut être brillant, mais il passera la nuit à ruminer sur ce seul petit bafouillement, cette seule hésitation. Pour lui, la compétence est synonyme de perfection absolue. Puisque cette perfection est un idéal inaccessible, il se sent constamment en échec, et donc comme un imposteur qui n'atteint jamais le niveau requis. Il est son propre juge, son propre bourreau, et le verdict est toujours le même, coupable de ne pas être parfait. Le deuxième visage est le super-héros ou la super-héroïne. Celui-ci est convaincu qu'il est une fraude parmi ses collègues ou ses pairs, qu'il juge naturellement plus compétent. Pour compenser cette prétendue infériorité, il se sent obligé de travailler plus dur, plus longtemps, plus intensément que tout le monde. Il est le premier arrivé au bureau, le dernier parti. Il accepte toutes les missions, il dit oui à tout. Il jongle avec 10 projets à la fois, non pas par ambition, mais par peur. Peur que s'il s'arrête, ne serait-ce qu'une seconde, tout le monde réalisera qu'il n'est pas à la hauteur. Il mesure sa valeur non pas à la qualité de son travail, mais à la quantité d'efforts et de sacrifices. Son identité est liée à l'épuisement, car pour lui, la sueur est le seul antidote à l'imposture. Vient ensuite le génie naturel. Pour cette personne, la compétence se mesure à la facilité et à la rapidité avec laquelle elle est acquise. Si elle doit lutter pour maîtriser un sujet, si elle doit travailler dur pour comprendre un concept, elle ne se dit pas « je suis en train d'apprendre ». Elle se dit « je suis un imposteur ». Son baromètre interne est faussé. Si c'est difficile, c'est que je ne suis pas fait pour ça.
Elle a grandi en étant souvent qualifiée de douée ou intelligente, et elle a internalisé l'idée que tout devrait lui venir sans effort. Le jour où l'effort devient nécessaire, son monde s'écroule. Elle voit la lutte non pas comme une partie normale du processus d'apprentissage, mais comme la preuve irréfutable de son incompétence. Le quatrième visage est le soliste. Le soliste croit fermement qu'il doit tout accomplir par lui-même. Demander de l'aide est, pour lui, l'aveu ultime de sa faillite. Il pense que le vrai succès, la vraie compétence, se manifeste dans l'autonomie totale. S'il doit poser une question, s'il doit demander un coup de main, alors cela signifie qu'il n'était pas digne de la tâche au départ. Il portera un fardeau jusqu'au point de rupture plutôt que de montrer la moindre once de vulnérabilité. Son indépendance farouche n'est pas un signe de force, mais un mur qu'il construit autour de lui pour cacher sa plus grande peur, celle que les autres découvrent qu'il ne sait pas tout seul. Enfin, il y a l'expert. L'expert est obsédé par la connaissance. Il mesure sa compétence à la quantité d'informations qu'il possède. Avant de commencer un projet, il doit lire tous les livres sur le sujet. Avant de postuler à un emploi, il doit cocher 110% des compétences requises. Il a peur de paraître ignorant. Poser une question en réunion est pour lui une source d'angoisse terrible. Il est souvent un collectionneur de diplômes, de certifications, de formations, espérant qu'un jour, le prochain papier officiel réussira enfin à faire taire la voix de l'imposteur. Mais bien sûr, ce jour n'arrive jamais, car il y aura toujours quelque chose qu'il ne sait pas. Et pour l'expert, ce vide est un gouffre qui engloutit toute sa légitimité. Perfectionniste, super-héros, génie naturel, soliste, expert. Ce sont les masques que porte la peur. Identifier le sien est la toute première étape pour pouvoir, un jour, l'enlever. Cette sensation d'imposture ne sort pas de nulle part. C'est une construction mentale, un récit que nous nous racontons, dont les fondations ont été posées bien avant que nous n'ayons conscience de son existence. La première source se trouve souvent dans notre dynamique familiale et scolaire. Avez-vous grandi dans une famille où l'excellence n'était pas une option mais la norme ? Où un 18 était accueilli par un « et pourquoi pas 20 ?» Ou, à l'inverse, avez-vous été constamment étiqueté comme le doué, l'intelligent de la famille ? Cette étiquette, bien que positive en apparence, est un fardeau. Elle crée une attente, celle que vous réussissiez toujours, et sans effort. Elle vous prive du droit à l'échec, du droit à la difficulté, qui sont pourtant des composantes essentielles de l'apprentissage. Vous apprenez à lier votre valeur et l'amour que l'on vous porte à vos performances, et non à ce que vous êtes. La deuxième source est sociétale. Nous vivons dans une culture qui glorifie le succès instantané et cache les heures de travail, les doutes et les échecs qui le précèdent. Les réseaux sociaux sont une vitrine de réussite mise en scène. On y voit le résultat final, la promotion, le voyage, le corps parfait, mais jamais le processus chaotique, les larmes, les remises en question. Nous comparons alors notre réalité intérieure, avec tous ses doutes et ses imperfections, à la fiction extérieure des autres. C'est une comparaison truquée, un jeu auquel nous sommes condamnés à perdre et qui nourrit constamment notre sentiment d'être moins qu'eux. Enfin, la source la plus contre-intuitive est un mécanisme psychologique fascinant. L'effet Dunning-Kruger, vu sous un autre angle. La plupart des gens connaissent cet effet comme étant la tendance des incompétents à surestimer leurs compétences. Mais l'inverse est tout aussi vrai et beaucoup plus pertinent ici. Plus vous devenez compétent dans un domaine, plus vous développez une compréhension fine de ce domaine. Et plus vous comprenez ce domaine, plus vous prenez conscience de son immensité, de ses nuances, et de tout ce que vous ne savez pas encore. Un débutant en physique lira un article de vulgarisation et pensera avoir tout compris. Un lauréat du prix Nobel de physique passera sa vie hanté par les mystères qu'il n'a pas encore résolus. Votre doute n'est donc pas la preuve de votre incompétence. Votre sentiment de ne pas en savoir assez n'est pas un signe que vous êtes un imposteur. Au contraire, c'est le symptôme paradoxal, la signature neurologique d'une expertise en cours de développement. Vous avez simplement atteint un niveau de connaissance qui vous permet de voir le sommet de la montagne et de réaliser à quel point il est encore loin.
Le problème, c'est que vous interprétez cette prise de conscience non pas comme un signe de sagesse, mais comme un signe de fraude. Maintenant, nous arrivons au cœur du problème, à l'alliance toxique qui paralyse la vie de millions de personnes. Que se passe-t-il quand le syndrome de l'imposteur, cette peur chronique d'être démasqué, rencontre une tâche importante, un projet à fort enjeu? Il se produit une réaction en chaîne psychologique. L'imposteur en vous murmure « Ce projet est crucial. Si tu le rates, tout le monde saura que tu es une fraude. Ton statut, leur respect, tout est en jeu. » Cette pensée déclenche une peur immense, une anxiété de la performance. C'est là que la procrastination entre en scène, non pas comme une ennemie, mais comme une alliée tordue. Votre cerveau émotionnel, dans sa tentative de vous protéger de cette anxiété insupportable, cherche une échappatoire. Et la procrastination est l'échappatoire parfaite. Elle offre un mécanisme de défense brillant. Si vous repoussez la tâche jusqu'au dernier moment, vous vous créez une excuse en or. Si vous réussissez malgré tout, vous pouvez renforcer votre mythe personnel. Je suis un génie. Je n'ai eu besoin que d'une nuit pour faire ce que les autres font en une semaine. Votre sentiment d'imposture est temporairement apaisé. Mais si vous échouez, ou si le résultat est médiocre, vous avez une excuse encore meilleure. Ce n'est pas que je suis incompétent, c'est que je n'ai pas eu le temps. La procrastination devient un bouclier qui protège votre ego fragile. Elle vous permet de ne jamais véritablement tester vos compétences. L'échec n'est plus lié à votre valeur intrinsèque. Il est lié à une circonstance extérieure que vous avez vous-même créée, le manque de temps. C'est un jeu de dupes que vous jouez avec vous-même, où le prix à payer est votre propre potentiel. Cette alliance peut aussi prendre la forme inverse, une procrastination par surpréparation. C'est le cas de l'expert ou du perfectionniste. Il ne commence jamais la tâche. Il passe des semaines, des mois, à se préparer, à lire un livre de plus, à suivre une formation de plus, à peaufiner un détail de plus. Ce n'est pas de la diligence, c'est de la procrastination déguisée en productivité. La peur de produire une œuvre imparfaite est si grande qu'il préfère rester indéfiniment dans la phase de préparation, un cocon confortable où ils ne peuvent être ni jugés ni démasqués. Que vous repoussiez l'échéance ou que vous ne commenciez jamais, le résultat est le même. L'imposteur gagne. Il vous a convaincu que le risque était trop grand et vous avez abandonné le match avant même d'être entré sur le terrain. Comprendre est une chose, agir en est une autre. Rompre avec des schémas de pensée ancrés depuis des décennies demande de la pratique, des outils et une intention consciente. Voici une boîte à outils en 4 compartiments pour commencer à démanteler la forteresse de l'imposteur. Outil 1. Le dossier de preuves objectives. Le sentiment d'imposture est une émotion, une perception subjective. On ne combat pas une perception avec une autre perception. On la combat avec des faits froids, durs et irréfutables. Prenez dès ce soir un carnet ou créez un document sur votre ordinateur. Nommez-le « dossier de preuves ». Le but de ce dossier est de devenir l'avocat de votre propre cause. Votre mission est d'y consigner, chaque jour ou chaque semaine, toutes les preuves objectives de votre compétence, de vos efforts et de vos succès. Un client satisfait? Copiez-collez son email. Un compliment d'un collègue? Notez-le mot pour mot. Un projet terminé? Décrivez-le et ce que vous avez appris. Une difficulté que vous avez surmontée? Documentez-la. Au début, cela vous semblera artificiel, mais avec le temps, vous construirez une base de données factuelle qui contredit directement le récit de l'imposteur. Quand la petite voix commencera à murmurer ses mensonges, votre nouvelle routine sera d'ouvrir ce dossier et de le lire. Non pas pour vous vanter, mais pour vous ancrer dans la réalité. C'est votre bouclier factuel contre l'assaut de l'émotion irrationnelle. Outil 2. La règle des 72 heures et l'externalisation. Le syndrome de l'imposteur prospère dans le secret. L'isolement est son terrain de jeu. La honte est son carburant. L'antidote est donc la lumière et la connexion. Voici la règle. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose dont vous êtes fier, vous avez 72 heures pour le partager avec au moins une personne. Cela peut être un « j'ai enfin bouclé ce rapport, je suis soulagé »
texto envoyé à un ami ou un « Je suis content du retour que j'ai eu sur ce projet » dit à votre partenaire. Pourquoi ? Parce que cela vous force à verbaliser votre succès et à l'entendre de votre propre voix. Cela le rend réel. Cela court-circuite le réflexe de minimisation. De même, lorsque le sentiment d'imposture est particulièrement fort, externalisez-le. Choisissez une personne de confiance, un mentor, un ami qui vous connaît bien, et osez dire les mots à voix haute. En ce moment, j'ai vraiment l'impression d'être une fraude et de ne pas mériter ma place. 9 fois sur 10, la réponse ne sera pas un jugement, mais un « je connais tellement ce sentiment ». Vous briserez le mur de l'isolement et réaliserez que votre expérience, loin d'être une honte personnelle, est universellement humaine. Outil 3. Le recadrage cognitif. Devenez votre propre mentor. Imaginez qu'un ami proche, que vous respectez et que vous savez compétent, vienne vous voir et vous décrive exactement la situation que vous vivez, avec les mêmes doutes et les mêmes peurs. Que lui diriez-vous ? Lui diriez-vous « Oui, tu as raison, tu es un imposteur » ? Jamais. Vous lui rappelleriez ses succès. Vous lui pointeriez ses forces. Vous normaliseriez ses doutes. Vous seriez un mentor bienveillant et sage. Maintenant, pourquoi vous privez-vous de cette sagesse ? Le recadrage cognitif consiste à prendre de la distance par rapport à vos propres pensées et à vous parler comme vous parleriez à cet ami. Quand la pensée « je suis nul, je n'y arriverai jamais » surgit, arrêtez-la et reformulez-la. Je ressens de l'anxiété car cette tâche est nouvelle et difficile. C'est normal. Quels sont les 3 premiers petits pas que je peux faire pour commencer ? Vous passez d'une position de victime de vos pensées à une position d'observateur et de coach. Outil 4. Collectionnez vos échecs intelligents. Les imposteurs ont une peur panique de l'échec. L'antidote n'est pas de ne jamais échouer, mais de redéfinir la notion même d'échec. Créez un curriculum vitae d'échecs. Listez les projets qui n'ont pas fonctionné, les emplois que vous n'avez pas eus, les idées qui ont fait un flop. Et pour chacun, notez la leçon que vous en avez tirée. Cet exercice est incroyablement libérateur. Il normalise l'échec en le présentant non pas comme une fin en soi, mais comme une partie intégrante du processus de croissance. Il vous montre que vous avez survécu à chaque échec et que chacun d'eux vous a rendu plus fort, plus sage. Vous apprenez à viser non pas la réussite à tout prix, mais l'apprentissage à tout prix. Et un esprit qui cherche à apprendre ne peut jamais être un imposteur. Nous arrivons au terme de ce voyage. Nous avons vu les masques que porte l'imposteur, nous avons compris d'où il venait, et nous avons assemblé une boîte à outils pour commencer à le démanteler. Le message central est celui-ci. Le sentiment d'imposture n'est pas un problème à résoudre une bonne fois pour toutes. C'est une tendance de votre esprit à gérer, avec compassion et conscience, tout au long de votre vie. L'objectif n'est pas de faire taire la voix pour toujours, mais d'apprendre à ne plus lui donner le volant. C'est de lui dire « Merci d'essayer de me protéger, mais j'ai les preuves et les outils pour savoir que tu te trompes. Maintenant, laisse-moi piloter. » Et nous savons que l'une des manières favorites de l'imposteur de prendre le volant est de nous pousser dans les bras de la procrastination. C'est son arme de prédilection pour nous empêcher de prendre des risques, pour nous auto-saboter avant même d'avoir commencé. La peur d'être démasqué comme une fraude est le carburant numéro 1 de la procrastination. C'est pourquoi, si le diagnostic que nous avons posé aujourd'hui résonne en vous, l'étape suivante, la plus logique et la plus cruciale, est de comprendre en profondeur ce mécanisme de fuite. Pour vous aider, j'ai créé une vidéo entièrement dédiée à la procrastination, mais sous un angle que vous n'avez probablement jamais envisagé. Vous y découvrirez pourquoi ce n'est absolument pas de la paresse, mais un mécanisme de défense de votre cerveau émotionnel. Comprendre cela est le complément parfait à ce que nous venons de voir. C'est comme trouver la 2e pièce maîtresse du puzzle de votre psychologie. La vidéo s'affiche maintenant sur votre écran. Cliquez dessus. Prenez-la comme la suite de notre conversation, le prochain pas sur votre chemin vers une vie plus authentique et plus courageuse. Pour tous les autres, si ce contenu vous a apporté de la valeur, songez à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les rouages de notre esprit.
et partagez dans les commentaires, si vous l'osez, la dernière réussite que votre syndrome de l'imposteur a essayé de vous voler. En partageant, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls. Et c'est là que la vraie guérison commence.